Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des tokenomics et c'est tout de suite. Le terme tokenomics fait référence à token et economics. En gros, quelle est l'économie d'un jeton? Pour trouver toutes ces informations, on peut regarder dans le white paper d'un projet, mais n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin quand je vous donnerai aussi d'autres astuces et n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je continue. Donc on va aborder aujourd'hui le sujet des tokenomics. On va essayer de répondre aux questions, à quels acteurs sont distribués les tokens, comment sont-ils distribués, à quoi sert le token, etc., etc. Et on va voir comment analyser tout ça. Pour commencer, on va parler de token supply. La token supply, c'est tout simplement le nombre de tokens disponibles dans un projet et les changements qui sont éventuellement à venir sur ces tokens-là. Il y a trois sortes de token supply et je vais commencer par la première qui est la circulating supply. La circulating supply, en fait, c'est les tokens qui existent et qui sont en circulation, qui peuvent être échangés à un instant T. Sont exclus les tokens stakés ou les tokens qui sont détenus par le protocole lui-même, par exemple. La circulating supply, c'est en fait une fraction de la total supply qui est elle-même une fraction de la max supply. Et je vais vous expliquer ça. La total supply, c'est la quantité de tokens existants en circulation ou bloqués dans des smart contracts, dits des contrats intelligents. En gros, ça représente l'ensemble des tokens qui ont déjà été créés, moins ceux qui ont déjà été brûlés. On reviendra sur ce terme de brûler ou de burn en anglais plus tard dans la vidéo. Et enfin, la max supply. Alors la max supply, c'est la quantité de tokens qui existera dans le cadre d'un projet. C'est en gros l'offre maximale, ça représente le nombre maximum de coins ou de tokens qui seront mis en circulation au total. Une fois l'offre maximum atteint, il est alors impossible de créer, minter des nouveaux tokens. Ensuite, je vais vous parler de market cap. Donc le market cap, en français capitalisation de marché, c'est tout simplement un indicateur qui mesure et qui va suivre la valeur marchande d'une crypto-monnaie. Vous entendez parler souvent de capitalisation boursière. En gros, c'est la valeur des tokens mis en circulation à un moment T. Le calcul, c'est volume total des tokens en circulation, donc la circulating supply, fois le prix actuel du token. Et c'est comme ça qu'on trouve la market cap. Vous vous doutez bien que la market cap aujourd'hui la plus grosse, c'est sur Bitcoin. En gros, c'est un indicateur qui est utilisé pour savoir quelle crypto-monnaie domine le marché. Attention tout de même car la capitalisation n'est pas forcément liée à la valeur de l'entreprise, de la crypto-monnaie ou du protocole, du projet en fait, qui se trouve derrière la crypto-monnaie. Mais il est quand même vrai que au plus le market cap est élevé, au plus la capitalisation est élevée, alors au moins il y a de risques, tout simplement car le risque est diminué par le fait de la grande liquidité des crypto-monnaies qui possèdent une grosse capitalisation. J'ai aussi cherché à savoir ce qu'était le fully diluted market cap et tout simplement ça donne une vision de la masse monétaire maximale d'un écosystème, tout simplement parce qu'elle se calcule en multipliant la max supply par le prix du token. Maintenant que je vous ai parlé de la token supply et du market cap, je vais vous parler des modèles de tokens. Il en existe deux principaux, le modèle inflationniste et le modèle déflationniste. Le modèle inflationniste désigne un type de token qui n'a pas d'offre maximale. On peut en fait créer des tokens à l'infini. C'est le cas d'ailleurs des monnaies fiat que vous connaissez très bien comme l'euro. Et quand on a une inflation, on a très souvent une dévaluation de la monnaie, du prix, de la valeur de la monnaie ou du token. Il faut savoir que très souvent, les modèles de tokens qui sont inflationnistes ont quand même des mécanismes déflationnistes où on va par exemple pouvoir burn ou buyback, donc rachat en français. Pour faire simple, en gros, on va pouvoir retirer des tokens de la circulating supply pour essayer de diminuer l'inflation. Les modèles de tokens qui, eux, sont déflationnistes ont une offre maximale limitée sans possibilité de modifier cette limite. En gros, cette offre limitée crée une demande naturelle, élimine l'inflation et c'est pour ça qu'on voit la valeur des crypto-monnaies qui seront très souvent déflationnistes augmenter dans le temps. Vous avez l'exemple de Bitcoin qui, lui,
dès le départ, est un jeton, un token déflationniste. Je voulais aussi vous parler de BNB, qui est un token au modèle déflationniste. En gros, son offre maximale est limitée. Le BNB, c'est le token de la BNB Chain et de l'exchange Binance. Et vous allez pouvoir payer donc des frais que vous interagissiez avec la BNB Chain ou avec l'exchange Binance. Et en fait, ces frais-là, en BNB, vont être récupérés et brûlés, c'est-à-dire retirés de la circulating supply. Donc, il y a, je crois, au cours de l'année précédente, un truc comme 36 millions de BNB qui ont été brûlés, donc qui représentent aujourd'hui, avec le cours actuel du BNB, plus de quand même 11 milliards ou quelque chose comme ça. Et c'est pas fini, ils ont encore prévu de brûler de nombreux BNB, je crois autour de 64 millions dans les années qui vont suivre. Et comme je vous disais, comme l'offre est maximale et limitée et que tous les tokens ont déjà été émis, alors on parle même plus de limiter l'inflation, mais vraiment de réduire la quantité totale des tokens en circulation du BNB. C'est donc vraiment BNB un token déflationniste et son cours devrait s'apprécier sur le long terme. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches. J'espère que vous avez compris ces deux types de modèles. Maintenant, je vais vous parler de l'allocation et de la distribution. En gros, l'allocation et la distribution, c'est vraiment des décisions stratégiques qu'il faut prendre pour un projet, parce que tout simplement, on va se poser la question de quelle personne recevra des tokens et de comment est-ce qu'ils seront distribués sur le marché, aux retailers, à tout le monde et à nous-mêmes. Donc, en gros, il y a deux façons d'atteindre le marché, une qu'on appelle le fair launch et une autre qu'on appelle le pré-minted ou mining. Je sais pas trop le dire, désolé. Je vais vous expliquer les deux. Alors le fair launch, qui veut dire lancement équitable en français, c'est tout simplement le fait que les crypto-monnaies, enfin le token, va être extrait, détenu et régi par la communauté et par les utilisateurs directement. Il n'y a pas de prévente, en fait on donne directement le token à la communauté et vous avez l'exemple d'Alpaca Finance si vous voulez creuser ce sujet-là. Ensuite, vous avez la deuxième méthode, le pre-mined ou pre-mining. C'est le fait qu'une partie des unités de la crypto a été mise et distribuée avant le lancement officiel de celle-ci. Donc en gros, il y a un nombre de tokens qui sont vendus et distribués pour, par exemple, lever des fonds, ou encore ils sont distribués sous forme de vente privée ou publique. Vous avez notamment les ICO, IDO, IEO, etc. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'avais fait sur ce sujet-là si vous comprenez rien, que je vous affiche juste ici. Et donc il y a ces deux méthodes, l'une n'est pas forcément meilleure que l'autre, c'est tout simplement différent selon les crypto-monnaies qui se lancent. Je voulais juste vous parler du vesting, on va revenir dessus un petit peu après, parce que quand on lance en pré-mining, le vesting est une notion assez importante, et je voulais aussi vous donner des exemples de lever des fonds, parce que moi j'étais pas au courant, mais quand en fait ils font une public sale, avant il y a eu plein de tours, ce qu'on appelle des rounds, donc il peut avoir des pre-seed sales, des seed sales, des private sales, des strategic rounds, tout ça avant d'arriver à un public round. Enfin voilà, ils ont plein de noms différents, mais je voulais que vous le sachiez si c'était pas le cas déjà. Et pourquoi c'est important en fait de connaître qu'il y a tout plein de rounds comme ça? Tout simplement parce que quand les investisseurs vont participer à une pre-seed sale, une seed sale ou des choses comme ça, ils vont des fois récupérer des tokens, et sur ce token, ils ont une période de blocage qu'on appelle lock-up ou lock. Et donc, cette période de blocage leur permet d'être bloqués, et du coup, ils ne peuvent pas vendre sur le marché leur token, mais vous doutez bien qu'elle n'est pas indéterminée. Très généralement, ça dépend. Elle peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. ou même se débloquer un petit peu tous les mois. Et en gros, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand vous avez au bout de 1 an, par exemple, une grosse libération des tokens des VC, ils vont pouvoir dump sur le marché, c'est-à-dire revendre leurs tokens pour prendre tout simplement des profits, puisque par exemple la crypto-monnaie en 1 an aura fait x5, x10, x50, etc. Et donc c'est là que les tokens subissent une pression, on va dire baissière, la première année. Et si la plupart des jetons sont distribués en private, en private sales, en seed, etc., quand nous les retailers, nous n'avons pas accès à
alors il faut se méfier parce que les VC, s'ils possèdent vraiment une grande quantité des jetons, ils peuvent éventuellement s'amuser à manipuler ou du moins à cracher le prix du token tout simplement en le revendant. Donc il faut faire très attention à ça, ce qu'on appelle déblocage de tokens ou de jetons massifs. Sachez en tout cas que certainement, quasiment tout le temps, une partie des tokens va à la team, aux founders, aux ingénieurs, aux conseillers, aux advisors, etc. C'est quasiment dans tous les projets, donc c'est normal. Juste, il faut faire attention que la part qu'ils prennent ne soit pas trop grande. Si vous voyez un projet où 80% des tokens vont être distribués à la team, faites attention, c'est pas très normal. Mais sachez qu'il y a quasiment aucun projet. Je prends pas l'exemple de Bitcoin parce que ça marche pas, mais il y a quasiment aucun projet qui aujourd'hui ne redonne pas des tokens à la team, aux gens qui ont participé ou aux advisors, etc. Le vesting, donc comme je vous disais tout à l'heure, on va revenir sur ce terme, ça a vraiment une grande importance, tout simplement parce que, donc déjà le vesting en français ça veut dire acquisition, et c'est le processus de libération des tokens de crypto-monnaie après une période de lock-up ou de locked pour les investisseurs, donc après une période de verrouillage. Et c'est un mix entre la durée et la quantité d'acquisition des jetons. En gros, on va dire que ils ont un vesting et tous les mois, ils peuvent, je sais pas moi, vendre 5%, enfin en tout cas posséder, échanger, vendre, etc. ou garder, peu importe. Mais en gros, ils sont libérés tous les mois de 5% des tokens qu'ils ont achetés en private sales ou des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les crypto-monnaies pour l'allocation et la distribution de crypto. Vous avez aussi l'exemple Illuvium, donc les tokens ILV. Je vous mets un screen à l'écran. En gros, ils ont été attribués aux équipes et aux investisseurs et ils vont être progressivement libérés sur 12 mois à compter de mars 2022. Donc l'offre en circulation va être multipliée par 6 comme vous pouvez le voir, et ils vont passer donc de 1 à 6 millions de tokens, ce qui est énorme, en sachant que pour info, les investisseurs de Précis Décide ont acheté leurs tokens respectivement à 1$ et 3$. Aujourd'hui, il vaut beaucoup plus que ça, et donc vous comprenez que quand ils sont déloqués, tout simplement, ça paraît évident que les investisseurs vont avoir la possibilité de sortir et donc voudront encaisser une partie de leur plus-value, ou du moins leur mise de départ. Le vesting est donc souvent pénalisant pour le cours d'un token car il introduit sur une courte période au début une inflation massive qui sont associées tout simplement à une prise de bénéfices des premiers investisseurs. En conséquence, vous devriez toujours regarder tout simplement le calendrier de libération des tokens. Vous pouvez le trouver, donc on va voir ça juste après, mais vous pouvez le trouver sur Messari ou dans le white paper du projet, et c'est vraiment très important de regarder ça avant d'investir dans un token. Pour trouver toutes ces informations, comment est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez déjà aller sur CoinMarketCap ou CoinGecko pour trouver tout ce qui est token supply, donc offre maximale, total supply, circulating supply, pour trouver aussi le market cap, le fully diluted market cap, etc. Pour ce qui est des infos un peu plus poussées sur le calendrier de la libération des tokens, le prix auquel les investisseurs l'ont acheté, etc., vous pouvez aller sur Messari si c'est une grosse crypto-monnaie entre guillemets, et vous allez très certainement trouver là-bas des informations. Vous allez dans Profil, Token Economics, Launch et Initial Token, et là vous pouvez voir les funding rounds, quand est-ce que les premiers tokens ont été vendus, etc., la supply schedule. Et sinon, si vous trouvez pas toutes ces infos-là sur Messari, vous pouvez les trouver très certainement dans le white paper du projet. Si vous ne trouvez pas du tout ces informations et que vous avez bien cherché, alors posez-vous des questions sur le projet. Je voulais aussi vous parler de l'utilité d'un token parce qu'en fait, c'est la partie la plus importante pour la tokenomics. Je vais pas vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo parce que je la trouve déjà assez longue. Je referai une vidéo spéciale sur qu'est-ce qu'une utilité d'un token, à quoi est-ce qu'il doit servir, quelles sont les fausses utilités dont il faut se méfier, etc. Là, je vais directement juste me focus sur la tokenomics et je vais passer à la prochaine étape, mais n'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine
prochaine vidéo qui sera sur l'utilité d'un token. Pour vous, j'ai posé la question de ok, c'est très bien, maintenant je me suis renseignée, je sais ce que le market cap, je sais ce que la token supply, je connais les deux modèles inflationniste, déflationniste, je connais le fair launch ou le pre-mining, mais comment est-ce que je sais si c'est une bonne tokenomics ou pas, comment reconnaître un projet dans lequel je peux investir ou pas. Et j'ai posé la question à quelqu'un qui fait des tokenomics tous les jours. Je vais garder son anonymat parce que je sais pas s'il veut que je révèle son nom, mais déjà ce qu'il m'a dit c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise tokenomics, que en gros il y a des tokenomics qui font sens et d'autres pas, ce qui est une assez bonne réflexion. Déjà, est-ce que je fais de l'argent sur le court terme ou est-ce que le token fait sens pour prendre de la valeur dans le temps? En gros, c'est ça. Une bonne tokenomics, c'est une tokenomics qui va se juger dans le temps. C'est pas parce que le jeton s'éclate quand il sort qu'il y a une mauvaise tokenomics. Une bonne tokenomics, c'est un jeton qui est très utilitaire et d'où l'importance de ma prochaine vidéo sur les utilités d'un token. En gros, c'est une bonne tokenomics, un jeton qui va être utilitaire, qui va rewarder ses utilisateurs, qui va peut-être décentraliser la solution à l'aide des DAO, un autre sujet qu'on pourra aussi aborder dans les lives sur la chaîne de Crypto Future tous les jeudis à 21h ou dans mes prochaines vidéos. En gros, toutes les stratégies de tokenomics, supply, burn, staking, etc., c'est des choses qui sont vivantes et qui vont bouger au fil du temps et qui vont se faire surtout juger au fil des mois, des années. Il faut aussi faire très attention si le token a une énorme valeur dès le départ, c'est très mauvais pour investir puisque un token qui fait x100, x50 ne fera pas x100, x50 et si vous rentrez en haut, vous allez tout simplement vous faire éclater par les investisseurs qui eux avaient des tokens verrouillés et que dès qu'ils vont à finir leur période de vesting, vont tout redistribuer sur le marché, le prix va s'effondrer et donc vous auriez investi en haut, donc il faut toujours faire attention à ça. Attention aussi, c'est mieux je pense quand la supply max est limitée ou quand les mécanismes déflationnistes sont importants puisque une supply limitée va avoir tendance à prendre de la valeur dans le temps. Il faut aussi faire très attention aux fausses utilités d'un token qui donne par exemple juste des récompenses de staking, des systèmes de lock, etc. Ça c'est un petit piège sur lequel on reviendra dans la prochaine vidéo. Pour conclure, je vais dire que c'est très important d'analyser la tokenomics, de qui recevra les tokens, comment, quand, etc. Comment est-ce qu'ils seront distribués, combien est-ce que les investisseurs ont mis dans le projet, à combien ils ont acheté les tokens, etc. La tokenomics reste par contre un outil parmi tant d'autres, donc il ne faut pas juste investir sous prétexte qu'on a une bonne tokenomics. Des fois on a une bonne tokenomics et des projets éclatés, des fois on a des très bons projets et une très mauvaise tokenomics. En gros, ça va se juger vraiment dans le temps et retenez que le plus important, c'est l'utilité d'un token puisque même si on a une bonne tokenomics mais que l'utilité ne sert à rien, alors ça ne servira jamais à rien et le token ne s'appréciera jamais. Voilà pour moi, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de mettre des j'aime et tout ça pour l'algorithme et je vous dis à bientôt.